Durant ce module, nous nous concentrerons sur l'étude des 5 lois biologiques de la médecine nouvelle telles qu'énoncées par le médecin allemand Reit Geerthammer. J'expliquerai en détail celles-ci. Elles vont vous permettre de comprendre comment s'installe une maladie dans le corps humain et pourquoi c'est tel organe plutôt qu'un autre qui est touché. En effet, dans mes observations cliniques de plus de 25 000 heures avec plus de 5 000 personnes rencontrées, j'ai remarqué que tous ceux et celles ayant la même pathologie avaient les mêmes dynamiques comportementales qui sont causées par des pensées difficiles qui débouchent sur un scénario tragique qui génère la peur. La personne, pour contourner celle-ci, adopte une stratégie comportementale qui lui fait toujours vivre le même résultat insatisfaisant. J'ai développé cette spécialité et cette compréhension à force d'observer et d'écouter. Les objectifs de ce module sont de comprendre et intégrer comment se déclenche une maladie. Maintenant, je vous parle de la philosophie de la méthode Miron. L'objectif est l'amélioration du mieux-être individuel et collectif. Ces deux composantes sont premièrement l'enseignement professionnel du décodage psychosomatique et comportemental. Et deuxièmement, l'enseignement thérapeutique et la façon de l'appliquer. J'ai conçu cette méthode parce que c'était le chaînon manquant au décodage psychosomatique. Ce n'est pas tout de connaître ou d'identifier son conflit. Il faut par la suite être en mesure d'agir pour déprogrammer son conflit qui implique nécessairement une programmation venant de l'enfance. J'ai beaucoup réfléchi sur ce qui se passait comme activité psychique dans ce qui m'était insatisfaisant sur un plan personnel. J'ai compris que le cerveau automatique, qui intervient aussitôt que la personne bascule à l'intérieur du triangle émotionnel, à cause d'une interprétation difficile de ce qui est en train de se dérouler, est plus rapide que la conscience et que ce qui lui échappe est toujours récupéré et enfoui dans le subconscient parce que trop souffrant pour être géré consciemment. Donc, tout se déroule à la vitesse de la lumière lorsqu'elle interprète une situation vécue difficilement. L'équation est égale à elle entre dans une programmation pour éviter sa peur et la souffrance. Associée. Et 1 plus 1 égale 2. Albert Einstein a dit « On ne règle pas un problème en continuant à penser de la même manière. » En évitant la peur, la personne n'a pas d'autre choix que celui d'agir de manière inauthentique. Cela ne signifie pas qu'elle est une personne inauthentique, mais elle agit de manière inauthentique pour ne pas ressentir sa peur et ne pas souffrir. Un autre objectif est d'apporter une connaissance approfondie des mécanismes de fonctionnement des règnes animal, végétal et humain. Parce que tout ce qui est vivant est programmé en termes biologiques de survie. Et ce, toujours pour assurer la survie de l'espèce. Troisièmement, favoriser la résolution de conflits au niveau pratique et spirituel, de sorte qu'ils ne reviennent plus. Spirituel ne signifie pas religieux. Spirituel signifie simplement être présent et à l'écoute de soi-même. Ceci facilite la résolution du conflit. Par exemple, si vous êtes en conflit avec un voisin, vous pouvez déménager. Il y aura une résolution temporaire, mais n'ayant pas amélioré
vos pensées, soyez assurés qu'une autre personne jouera le rôle du voisin. Il est bien de réfléchir à qui votre voisin vous fait penser, votre père ou votre mère, un frère ou une sœur. Maintenant, je vous parle de la psychoneuroimmunologie. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est une science de cause à effet. Dans la vie, tout est conséquence, ce qui signifie en lien avec la pensée, verbalisée ou non. Par exemple, un enfant qui interprète ne pas avoir été gentil, soit parce qu'on lui a dit ou soit parce qu'il a interprété comme cela, adoptera forcément des stratégies comportementales pour tenter de combler son besoin affectif de gentillesse. Cela signifie qu'il fera des choses pour les autres, même si ça ne lui convient pas. Il se comportera dans sa vie d'adulte de la même façon que dans son enfance. Il aidera avec un sourire forcé, même s'il avait envie de faire autre chose. Mais comme on lui a demandé de l'aide et qu'il interprète s'il dit non, il ne sera pas gentil, il laisse tout tomber pour se consacrer aux autres. Il agit ainsi parce qu'il a peur d'être jugé non gentil. Il ne le fait ni avec cœur ni avec plaisir. Il sourit tout de même parce qu'il croit que cela l'aidera à cacher son besoin affectif de gentillesse. Non verbalisé, évidemment. À la fin, la personne le remercie pour l'aide apportée et il répond « mais ce n'est rien » en faisant un geste de la main signifiant que ce n'est pas nécessaire. Il s'en retourne avec un sentiment de frustration parce qu'il ne s'est pas écouté. Cette frustration n'est basée ni sur ses actions, puisqu'il a aidé, ni sur ses paroles, qui ont été gentilles. La frustration qu'il vit dépend uniquement de ses pensées. La cause provient toujours de la pensée. C'est toujours celle-ci qui domine sur les paroles et les actions. Si ces paroles et ces actions avaient été alignées sur ses pensées, la conséquence aurait été nettement plus satisfaisante pour lui. Ce qui veut dire que pour améliorer ce que vous voulez, il est nécessaire de cesser d'attendre quoi que ce soit en retour de besoins affectifs. Ressentez ce que vous éprouvez comme sensation lorsque vous avez peur de ne pas être gentil. La sensation est assurément désagréable et cela signifie que le résultat sera aussi insatisfaisant. En contrepartie, imaginez faire une action sans rien attendre en retour. La sensation est nettement plus agréable et le résultat que vous obtiendrez sera équivalent au bien-être que vous ressentez à l'intérieur de vous. Au lieu de tout laisser tomber, il aurait été préférable qu'il fasse face à sa peur en disant par exemple « J'ai prévu de faire cela à ce moment-là et celle-ci me tient à cœur. Cependant, je peux venir t'aider demain. Qu'en dis-tu? » Ainsi, il fait ce dont il a envie et aide son ami aussi. L'éducation reçue va dans le sens de fais attention à ce que tu dis et ce que tu fais. Le plus important est ignorer. C'est autour des pensées que vous entretenez que vous construisez votre vie. La psychoneuroimmunologie démontre le lien existant entre le niveau physique, psychique, en passant toujours par le niveau cérébral, ainsi que les effets sur le système immunitaire. Lorsqu'une personne vit un conflit psychique, les pensées sont difficiles, négatives. Et au niveau énergétique, la personne se sent plombée,
quand on se sent plombé, il se produit la même chose avec notre système immunitaire. Il s'affaiblit. Il est impossible d'avoir un système immunitaire fort en entretenant des pensées difficiles. Tout est synchronisé. La psychoneuroimmunologie est étudiée au niveau universitaire, mais elle est banalisée par la médecine. Le médecin pratique avec ce qu'on lui a enseigné, évidemment. Il connaît ce qu'est le stress, le burn-out, la dépression, mais il n'étudie pas les liens psychosomatiques. Il parle uniquement de stress. Les 3 niveaux. Premièrement, il y a la pensée. Un conflit démarre toujours par la pensée. Deuxièmement, le cerveau, c'est l'ordinateur central, contrôle tout. Troisièmement, le corps, celui qui exprime la maladie ou la santé. Lorsqu'un conflit psychique devient ingérable, le cerveau automatique prend la relève et déclenche un programme biologique spécial qui maximisera les chances de la personne de s'en sortir. Le programme biologique spécial est déclenché en direction d'un organe du corps qui est en relation avec le conflit, sa tonalité et le ressenti de la personne. Maintenant, je vous parle de l'origine de la découverte du Dr Hammer. Voyons maintenant la relation qui existe entre chacun des 3 niveaux par l'entremise des 5 lois biologiques de la médecine nouvelle du Dr Hammer. Sa découverte est scientifique puisqu'il s'est servi de scanners du cerveau qui sont des tomodensitométries sans produit de contraste. Lorsqu'un organe est malade, le relais du cerveau qui contrôle cet organe est lui aussi affecté. Pour la médecine, le cerveau n'est qu'un autre organe. Lorsqu'il y a un diagnostic, par exemple de cancer du foie, elle considère seulement le foie et ne se préoccupe pas du relais du cerveau qui contrôle le foie. Dans les années 80, le fils du Dr Hammer se fit assassiner par un prince italien. Dans l'année qui suivit, le Dr Hammer reçut le diagnostic d'un cancer des testicules. Et évidemment, il se dit que cela était sûrement en lien avec le décès de son fils. Il guérit et entreprit de faire passer un scanner à tous ses patients qui avaient une maladie. C'est ainsi qu'il commença à documenter chaque cas et que dans 100% des cas, il y avait une lésion cérébrale vue au scanner au niveau du relais cérébral qui contrôlait l'organe malade. De plus, il s'aperçut que tous les patients qui avaient la même maladie exprimaient dans leur anamnèse le même ressenti. Par exemple, le cancer du foie correspond à un ressenti de manque ou une peur de manquer. La forme de la lésion cérébrale est toujours constituée d'un nombre variable d'arcs de cercle, tel une cible de tir. Plus la maladie est grave, plus il y a d'arcs de cercle et plus l'étendue de la lésion est vaste. En prenant le temps de parler avec chacun de ses patients, le Dr Hammer put établir dans 100% des cas la corrélation entre le conflit, le ressenti, la lésion cérébrale et la maladie. Ce qui fit dire au Dr Hammer, la séparation entre le corps et le cerveau est purement académique. En réalité, ils ne forment qu'un. Le cerveau étant l'ordinateur central, si la communication est coupée entre celui-ci et un organe vital, la mort s'ensuit assurément.